Alors, on se retrouve pour un cours, voilà, en intime cette semaine, sur donc faire ressortir l'artiste qui est en nous. Il y a beaucoup de femmes qui se sentent très la fibre artistique et d'autres pas du tout. Et j'avoue que je fais partie de la deuxième catégorie. Oui. Toi aussi, très bien. Et donc du coup, et vous aussi, d'accord avec vous. Vous êtes pas... Mais si, d'accord. Si, vous êtes super artistique. Vous êtes... Je suis artistique, merci Jordan. Rien quand je regarde mon téléphone. Ah oui, bon c'est de la peinture sur numéro. Vous êtes gentille Chantal, c'est pas de la vraie peinture. C'est un début. Merci, vous êtes encourageante. Non, tout le monde est artiste. Et ben c'est ce que exactement, c'est ce que vient de nous dire la paracha de Vaïkel. On n'est pas artiste maintenant. Il a fait, c'est ce qu'elle nous dit Chantal, c'est qu'en fait, eh bien, arrive la paracha de Vaïkel et nous dit que, eh bien, chacune a en fait l'âme d'une artiste. Et en fait, la paracha va nous apprendre comment réveiller l'artiste qui sommeille en nous et pourquoi c'est tellement important de la dévoiler. Alors, en fait, on est à la fin du Sefer Shemot. Il faut savoir que le Sefer Shemot a commencé au niveau le plus bas du peuple juif parce qu'on était en plein esclavage en Égypte, dans un niveau spirituel qui était extrêmement bas, et qu'en fait on s'est élevé pendant tout le Sefer Shemot. Bon, c'est vrai que la semaine dernière il y a eu une petite chute avec le veau d'or, mais on va terminer par la paracha de Vaïkel, qui est en fait comme un grand like de Akadosh Baruch Hu vis-à-vis du peuple juif, puisqu'en fait la paracha va venir encenser vraiment le peuple juif, et tout particulièrement les femmes. Alors, comme je vous ai dit, on est juste après la paracha du veau d'or. Et donc, c'est vrai qu'on sait que Dieu nous a pardonné. Ça, on l'a vu la semaine dernière. Mais, bon, malgré tout, il y a quand même une petite angoisse. Pourquoi ? Parce que, bon, on est le peuple élu, Dieu nous a choisis, c'est extraordinaire. On est maintenant les récepteurs de la Torah sur terre. Mais quand même, il y a cette tâche, il y a la faute du veau d'or, et on est un petit peu, en fait, angoissé. Et arrive paracha de Vaïkel et Moshe nous rassure. Il nous rassure parce qu'en fait, il nous dit voilà, maintenant tout le monde va venir, il va faire un grand appel à tout le peuple juif, il va prendre son haut-parleur et il va dire Vaïkel. Vaïkel, c'est allez, venez, tout le monde se rassemble. J'ai un grand projet pour vous. Un grand projet pour nous ? Moshe, c'est quoi ce projet ? Venez, on va tous ensemble mettre nos talents à contribution, nos ressources à contribution. D'accord ? En fait, c'est nos matières brutes et nos matières grises. Et on va tout mettre ça à contribution afin de quoi ? Afin de venir construire le Mishkan. En vérité, à travers la construction du Mishkan, ce que l'on va recréer, eh bien, c'est notre lien avec Akadosh Baruch Hu. La semaine dernière, il s'est un peu effrité, vous vous souvenez ? Et là, on va venir le recréer, mais de façon beaucoup plus forte, grâce à la construction du Mishkan. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chacun va venir apporter des ressources. Et en fait, tout le monde va mettre la main à la pâte pour pouvoir construire vraiment tous les éléments de ce Mishkan. Et quand ils vont, eh bien, construire, ils vont y mettre tout leur cœur. Donc en fait, ce lieu qui s'appelle le Mishkan, ça va devenir, si vous voulez, c'est un peu comme ce qui va faire le lien. Vous voyez, le cordon ombilical, c'est ce qui fait le lien entre la mère et l'enfant dans le ventre. Et bien, le Mishkan, c'est comme le cordon ombilical entre nous, le peuple juif, et Akadosh Baruch Hu. Ça va venir nous unir. Ça va être un lieu dans lequel vont se retrouver, vont se connecter l'humain et le divin. Et on pourrait se dire, mais comment ça se fait qu'on va finalement, que Hachem va rentrer quoi dans un périmètre qui est fermé ? Hachem, il est l'infini. On peut rentrer l'infini dans le fini ? Bien justement, c'est parce qu'on va y mettre notre cœur qu'on va faire rentrer Akadosh Baruch Hu. Il y a marqué, Hachem, il est Melo Kol Haaretz Kevodo, toute la terre, elle est remplie de sa gloire, mais Hachem, il est là où on le laisse rentrer. Et quand on va mettre nos efforts, nos émotions, notre cœur dans la fabrication du Mishkan, et bien petit à petit, à travers ces émotions et ces actions, on va le faire rentrer dans chaque pierre, dans chaque matière, dans chaque recoin de cet édifice. D'accord ? Alors, comprenez bien, ce qu'on va découvrir ce soir, c'est pas seulement que de faire sortir l'artiste qui est en nous, c'est juste un conseil, ou c'est juste quelque chose de bien. Ce que la paracha va nous apprendre, c'est qu'en vérité,
c'est notre raison d'être. Pas moins que ça. Alors, comme je vous ai dit, cette paracha, déjà, elle va venir encenser les femmes. Elle va faire l'éloge de toute la gente féminine. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, Moshe, hop, il rassemble tout le monde, Vayakel, allez, venez. Tout le monde va apporter déjà des matériaux pour construire ce fameux Mishkan. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit comme ça, Vayavo Hanashim al Hanashim. Les hommes vont venir, c'est comme s'il y avait écrit, les hommes vont venir sur les femmes. Alors nos commentateurs en fait expliquent qu'est-ce que ça signifie. Bien tout simplement que les femmes sont arrivées en premier. Elles sont arrivées en premier. Quoi? Il y a un projet là de donner, il y a un projet de construire, il y a quelque chose de spirituel qui est en train de se mettre en place. Elles ont foncé. Et nous disent nos commentateurs, eh bien, si les hommes sont arrivés, c'est que parce qu'ils ont vu les femmes arriver. Ça veut dire qu'on a été vraiment les initiatrices d'un mouvement. D'accord? Tous les hommes, en fait, ont suivi leurs femmes. Vous connaissez cette blague? Donc c'est des hommes qui arrivent après 120 ans aux portes du paradis. Puis alors il y a l'ange qui les accueille, qui leur dit bon, à droite, ce sont tous ceux qui se laissent dicter par leurs femmes. Et à gauche, ceux qui ne se laissent pas dicter par leurs femmes. Donc à droite, il y a 99% des gens qui se mettent. Puis à gauche, il y a un pauvre type qui est là. Il vient le voir et il dit qu'est-ce que vous faites là? Alors il dit c'est ma femme qui m'a dit de me mettre là. Elle aime bien ce genre de blague, Nelly. Hein. Elle kiffe. Ouais. Non, ça contraste avec le veau d'or, parce que quand c'était le veau d'or, les femmes ne voulaient pas. Exactement. C'est ce qu'il va dire. En fait, il dit comme ça. Il dit le Ramban, Nachmanide, que non seulement elles sont arrivées en premier. D'accord? C'est toute la louange. Et il dit quoi? Il dit, et sachez que le don de bijoux était plus présent chez les femmes. Elles se sont défaites de leurs boucles et elles les ont amenées en première. Les hommes se sont joints alors à elles, mais ils étaient une minorité. L'Archouma. Bon, ils ont suivi quand même. Ils ont suivi. Mais ils ont suivi le modèle. Et on dit qu'elles ont donné leurs bijoux qu'elles portaient sur elles. En général, ce qu'on porte sur nous, c'est ce qu'on a ce à quoi on porte le plus d'affection. C'est pas un objet qu'il y a dans un coffre. Non, c'est ce que je porte. C'est la bague de fiançailles, c'est des boucles d'oreilles que ma mère m'a offert pour mon bal. Je sais pas, c'est des choses qui évoquent un souvenir. C'est quelque chose de symbolique, c'est quelque chose d'affectueux. Elles se sont défaites de leurs boucles pour donner ça. Pour le Mishkan. Et pourquoi elles ont donné autant? Et pourquoi la Torah elle me le précise? Surtout que comme elle a dit Alison, normalement le Mishkan, c'était une réparation au veau d'or. Ils ont fait le veau d'or. Qu'est-ce qu'ils ont fait les hommes? Ils ont fait venir de l'or et l'ont fait fondre. Et avec ça, ils ont construit le veau d'or. Mais aucune femme, pas la moindre d'entre elles, n'a donné une once de quoi que ce soit pour le veau d'or. Elles ont toutes dit, mes bijoux, tu les touches pas. Donc elles n'étaient même pas obligées de donner. Mais non, elles ont voulu donner quand même. Bien qu'elles n'étaient pas obligées, il n'y avait aucun tikkun à faire. Alors il nous explique le Keli Yakar, il dit oui, il dit en fait elles se sont défaites de leurs bijoux, même si elles n'avaient aucune kapara à faire. Mais pourquoi elles l'ont fait? Michamat ribat hakodesh. Parce que les femmes, elles adorent tout ce qui est kadosh. C'est vrai que, en vérité, on en fait beaucoup, nous. Regardez nos tables de Shabbat, regardez, voilà, tu fais un cours, il y a 12 000 pizzas, des boissons dans tous les sens. On ne sait pas s'arrêter. On ne sait pas s'arrêter de créer. Et on en fait toujours beaucoup plus que ce qu'il faut. Et on râle en même temps. D'accord? Mais en fait, on râle. Mais vous êtes d'accord qu'on kiffe? Michamat, c'est ce qu'il nous dit le Kiliakar. Michamat ribat hakodesh. Parce qu'en fait, on kiffe faire du kodesh. On kiffe créer une ambiance qui soit spirituelle. On kiffe nos tables de Shabbat parce qu'on sait qu'autour on va créer du lien, on sait qu'autour on va dire des livrets Torah, on sait qu'autour on va se rassembler. C'est pour ça qu'en fait on met tellement d'efforts. Et la Torah en fait, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que c'est que quand on kiffe tellement qu'on va s'investir, qu'on va mettre vraiment tout notre cœur. Ça veut dire la première clé que la Torah nous donne, c'est que sans le cœur tu ne peux rien créer. Faire, oui. Faire en mode pilotage automatique, ça tu peux faire. Créer, non. Et créer du lien, encore plus, ah non. Ça, il va falloir absolument que tu amènes ton cœur.
c'est comme les relations avec les enfants. J'ai eu ce Shabbat, donc comme je vous ai raconté, il y avait les Lemel à la maison, donc Raveli Lemel et son épouse Esther. Et donc évidemment c'est toujours quand il y a le rabbin qui est là que les enfants font le plus de bêtises. Et donc il y a Hillel qui fait n'importe quoi, Aaron qui fait n'importe quoi. Et alors moi je suis très gênée, je commence à crier, ça suffit, faites attention, tatati tatata. Et Esther Lemel prend complètement le contre-pied, elle dit à mon fils Aaron, tu as des jeux, si ça arrête comme ça, je comprends pas. Genre on m'engueule pas là. Alors il dit oui. Et tu as un memory? Il dit oui. Je savais même pas qu'il savait jouer à des jeux. Tu peux aller le chercher? Oui. Elle a joué une demi-heure avec lui au memory. T'étais là, t'étais témoin. Quoi la cavode? Parce qu'en fait, tu crées du lien avec les enfants en jouant avec eux. Et après, c'était incroyable parce que elle disait bon, maintenant débarrasse la table. Et lui, il était là. Dès qu'elle disait un truc, on dirait que c'était le bon Dieu qui avait dit. Et je lui dis mais Esther, comment vous avez fait ça? Elle dit bah quand tu crées un lien, après c'est facile quoi. C'est tout, il y a tout qui coule. Et moi, dans ma tête, je me suis dit qu'est-ce que je suis bête parce que quand on va dire que je joue avec mes enfants, j'ai l'impression de perdre du temps. On est d'accord, mais en vérité, je gagne du temps parce que je crée la relation. Et donc en fait, j'ai eu l'exemple, l'illustration même pendant Shabbat. Donc créer, c'est que quand tu mets du cœur. C'est exactement comme par exemple de lire une histoire avant de dormir. Des fois t'as la flemme, tu dis ok, donne-moi le livre. Alors c'est l'histoire d'un petit oiseau qui voulait voler, mais ses ailes étaient cassées. Ton histoire elle est cassée quoi. L'oiseau il vole pas, il y a rien qui vole. Et quand c'est toi, tu vois, qui imagine, alors oui, il y avait la petite princesse, et là, parce que tu es obligé de mettre ton cœur, et donc forcément, ça s'en ressent. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une différence énorme entre ce que tu fais avec ta tête et ce que tu fais avec ton cœur. Avec ta tête, tu es en mode survie. Avec ton cœur, tu vis. Tu vis, tu existes, tu t'exprimes. T'exprimes déjà ton âme d'artiste. C'est exactement la différence qu'il y a entre ce qu'on appelle en hébreu la avoda et la melacha. D'accord? Avoda, c'est quoi? C'est j'exécute. Je suis un exécutant. On me dit de faire ça, je fais ça. Donc, j'exécute, mais en mode pilotage automatique. D'accord? C'est froid, sans aucune émotion. La melacha, et on va y revenir après parce que on va parler dans cette paracha du Shabbat. Et la melacha, c'est ce qui nous est interdit justement de faire à Shabbat. La melacha, c'est une action réfléchie. C'est un projet dans lequel je m'investis émotionnellement. En vérité, les filles, on peut tout faire en mode avoda ou melacha. Tu peux aller au boulot en mode avoda. J'ai pointé, j'ai checké, j'ai fait hello. Ça me rappelle, Bezrat Hashem, le cours qu'on a fois chez les maths de Raphaël, Dan, Eliaou, Gidon, Benjamin, Rivka, et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. On peut tout faire en mode avoda ou melacha. D'accord? C'est comme par exemple quand on cuisine. Quand tu cuisines, tu peux dire allez, je jette mes trucs là et pourvu que je m'en débarrasse le plus rapidement possible. D'accord? Ou bien, comme savaient le faire nos grands-mères, en mode melacha. Je coupe, j'assaisonne, je fais revenir. Et donc en fait, quand les enfants ils mangent de l'amour. Oui? Moi je sais pas faire ça, Chantal. J'apprends petit à petit. Mais c'est complètement différent. C'est une nourriture qui est complètement autre. Pareil, tu peux ranger en disant tac 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 tac, je veux tout ranger. Ou alors quand tu ranges, tu vas dire ah c'est mignon, c'était le petit truc qu'il avait fait au GAN. Ah ça me rappelle le petit truc. Tu peux mettre de l'émotion dans tout ce que tu fais. D'accord? Et regardez parce que avoda, ça donne éved. Quand je suis en mode avoda, ça veut dire j'ai déconnecté l'émotion. Eh bien, je me sens esclave de ce que j'exécute. Je me sens esclave de ma vie. Et éved, c'est un esclave. Sujet de l'eau. Et regardez. Melacha, ça donne quoi? Ça donne ange. Ça donne aussi malka. Je me sens reine de ma vie. D'accord? Ça veut dire que quand je fais avec l'émotion, en fait, je dévoile l'ange qui est à l'intérieur de moi. Je deviens reine et je kiffe en vérité beaucoup plus ce dans quoi je m'investis émotionnellement. D'accord? Alors, le problème, c'est quoi? C'est qu'on pourrait s'imaginer parfois
que la Torah est un frein à la créativité. Pourquoi? Parce que, eh bien, on peut croire que l'engagement religieux va venir paralyser toute envie de créativité. Ou on peut croire que la Torah, c'est ce qu'on appelle one size fits all, d'accord? C'est uniforme, homogène. Pourquoi? Parce que en fait, elle va donner un cadre de règles. Donc tu te dis, bon bah si toutes les règles elles sont les mêmes pour tous, eh bien c'est que la Torah attend de nous exactement les mêmes choses. Or c'est exactement le contraire. Tout artiste vous le confirmera, on ne peut pas créer sans règles. On ne peut pas créer sans cadre. Le cadre, les règles, c'est ce dont j'ai besoin pour créer mon œuvre. Au sens propre. D'accord, je peux pas. J'ai besoin d'une toile pour créer. J'ai besoin d'un cadre, mais au sens figuré. Vous savez, donc ma belle-mère, elle est artiste et thérapeute, d'accord. Et je sais pas s'il y en a qui ont déjà fait des séances avec elle. Et donc en fait, on arrive et puis il y a des consignes. Voilà, alors tu vas utiliser que le bleu, le rouge et le vert, et tu vas exprimer tes émotions avec ça et ça. Mais en fait, elle prépare. C'est beaucoup de préparation justement pour créer le cadre dans lequel finalement ces patients, les personnes qu'elle aide vont venir exprimer leur côté artistique. D'accord? Donc la véritable créativité, elle peut se développer qu'à partir de règles. D'accord? C'est exactement comme le violon. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà fait du violon. Alors apparemment, il faut 1 an de solfège avant de tenir un violon. C'est pour ça que c'est que les enfants très courageux, enfin les adultes très courageux qui peuvent se lancer dans ce genre d'entreprise. C'est comme la danse. C'est que après avoir fait telle posture et s'être entraîné là-bas, que tu vas pouvoir enfin avoir une appropriation personnelle de la chorégraphie. D'accord? Donc, c'est exactement la même chose. La Torah, elle te donne un cadre. La halacha, d'accord? Ce sont les règles, c'est le cadre. Elle te dit à partir de ce cadre-là, maintenant tu vas créer. Par exemple, elle va te donner les règles de cache-route, d'accord? Qu'est-ce qu'on a le droit de manger, qu'est-ce qu'on a le droit de manger? Mais elle va jamais te dire ce qu'il y a dans ton assiette. C'est pour ça que la cuisine juive est très diverse. Très très diverse, très hétérogène. Regardez, dans un plat tunisien, vous avez autant de calories que dans 1 an de cuisine ashkénaze. C'est pas mal, d'accord? Ça montre bien la diversité, hein? Pas compliqué. C'est pas très compliqué, il suffit juste de vider la bouteille d'huile dans le plat, sachant qu'il en faut une année pour écouler la bouteille d'huile, on a vite fait son café. D'accord? Donc, c'est exactement ça. Et puis pareil pour la tznout, d'accord? On a certains codes vestimentaires, mais à partir de ce code vestimentaire, maintenant viens et exprime-toi. D'accord? Donc, ça c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que le côté artistique, ce que je vais venir dévoiler, c'est pas seulement... c'est vrai qu'on a du plaisir à créer, mais c'est encore plus que ça. C'est qu'en vérité, il faut prendre conscience que c'est ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous. Vous savez que Hachem nous a fait descendre dans ce monde pour réaliser une mission, des missions. Et l'âme qu'il nous a donnée, va être dotée des talents que Akadosh Baruch Hu nous a donné, taillé sur mesure pour réaliser notre mission dans ce monde. Donc quand notre Neshama exprime ses talents, en vérité, elle est en train de réaliser ce pourquoi elle est venue sur Terre. D'accord? Ce soir, j'ai entendu qu'il y avait un concert, je voulais absolument y aller, mais du coup, j'ai demandé qu'on me l'enregistre. Alors c'est une fille que j'ai connue il y a 20 ans, avant qu'elle fasse Tchouva. Une Beethoven des temps modernes, un truc, un génie, un vrai génie de la musique. Et en fait, entre-temps, elle a fait une super, très grande teshuva. Et aujourd'hui, elle se produit donc surtout pour les femmes, que pour les femmes, parce que elle joue du piano, elle chante, elle est vraiment incroyable. Je crois qu'elle a fait déjà 10 albums. Alors que tu vas avoir à peu près mon âge. Elle s'appelle Sarah Horowitz, mais tu trouveras rien d'elle parce que du coup il faut aller à ses concerts. Et en fait j'ai vu juste une citation d'elle, je crois que je l'ai écrite. Ah oui, elle a dit donc, je veux rendre le monde de Dieu le plus beau avec le talent qu'il a mis en moi. Et je trouve que c'est c'est ça le but de la vie, non? Hein? C'est pas ça? Donc c'est voilà. Artiste en hébreu ça se dit ouman.
Et Ouman, c'est les mêmes lettres que Emouna et que Emoun. Ça veut dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il croit en nous, il a confiance en nous, et la mission qu'il nous a donnée dans ce monde, elle va passer par le fait qu'on exploite nos talents. D'accord? Et donc, la Torah, cette paracha va nous parler principalement des femmes qui expriment leurs talents. On nous dit quoi? On nous dit que, en fait, ce sont elles qui ont créé toutes les tentures, des magnifiques tentures très très colorées du Mishkan. Et pour ça, eh bien, c'est écrit qu'elles ont filé, c'est écrit comme ça, Tavu et Ha'ezim. Elles ont filé les chèvres. Et là, tu as envie de corriger la Torah, tu as envie de dire non, Tavu et Ha'ezim, elles ont filé le poil de chèvre. Non, il y a marqué, elles ont filé les chèvres. Vient Rashi et il nous explique qu'est-ce qu'elles ont fait. Elles se sont rendues compte, parce qu'elles étaient spécialistes en tricotage, que quand eh bien, on découpait le fil de sa source, ça veut dire de la chèvre, eh bien, il perdait de son éclat. Or, quand on le laissait accrocher à sa source qui était la chèvre, eh bien, le poil gardait tout son lustre, tout son éclat. Et donc, en fait, elles se sont dit, ah, si on tricote à partir vraiment du poil de chèvre, quand il est encore accroché à la chèvre, les tentures vont être d'autant plus belles. Allez, que ça cela ne tienne. Et c'est comme ça, en vérité, imaginez, vous faites des Scooby-Doo avec une chèvre. C'est vraiment incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Et ben, elles ont dit qu'à cela ne tienne. Si il faut ça pour que ce soit plus beau pour le Mishkan, eh bien, c'est ce qu'on va faire. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, quand on est passionné par ce qu'on fait, eh ben, en fait, on se surprend nous-mêmes. On fait des choses géniales. On se dit, mais je savais pas. Moi, je savais pas que je savais faire, j'avais un talent pareil. Vous savez, c'est comme les femmes qui sont très manuelles et qui savent faire des gâteaux en pâte à sucre, des sculptures en fait. Tu sais faire ça, toi? Non, mais c'est magnifique. Et moi, je me dis, par exemple, moi j'ai mes deux belles-sœurs qui savent super bien faire des trucs comme ça et elles me disent, non, mais je m'attendais pas à quelque chose d'aussi incroyable. C'est fou. C'est fou, c'est des vraies sculptures, quoi. Et je pense que quand, eh bien, on exploite notre talent, eh bien, finalement, on est encore plus nous-mêmes époustouflés par ce qu'on est capable de faire. D'accord? Et donc, c'est exactement ça ce que la Torah, elle vient de nous dire. Elle nous dit que c'est trop beau. Regardez la symbolique. C'est que le résultat est plus beau quand c'est connecté à sa source. Ce que ça vient de nous dire, ce qu'elle vient de dire. En vérité, qu'est-ce que ça vient de nous dire aussi à nous? Que le résultat, il est plus beau quand tu es connecté à ta source. Et beaucoup plus créatif parce qu'on est encore plus connecté. C'est vrai. Ah, j'avais pas pensé. C'est très beau ce qu'elle dit. Quand on est enfant, on est encore plus créatif parce qu'en fait, on est plus près en fait du divin. Ah ouais, et ben c'est exactement ça. Quand ta neshama elle est connectée à sa source, et ben c'est là que tu développes les plus belles choses. D'accord. Je me suis rapprochée beaucoup d'une jeune femme. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de son histoire. Elle s'appelle Jessica Ben Simon. On était aussi avec elle ce Shabbat. Donc pour vous la faire courte, il y a 4 ans, voilà, sa vie elle a basculé parce que dans un accident de voiture, elle a Lélu Nishmat Sefi, Sarah Bat Keren et Shirel Bat Keren. Donc c'est 2 filles qu'elle a perdues dans l'accident de voiture. Et je vous invite vraiment à regarder son témoignage parce que en fait après l'accident, évidemment elle voulait plus vivre, quoi. Et un jour ce qui lui a redonné un peu déjà le bout de la vie, ce qui l'a remis sur les rails, on va dire, c'est qu'elle s'est réveillée un matin et elle a appelé son père. Elle a dit, papa, j'ai envie de dessiner des vêtements, j'ai envie de créer des vêtements et je vais le faire pour mes filles, je vais faire quelque chose, une collection d'habits Sniout et je vais reprendre mes études et je vais m'inscrire à la fac. Son père il lui a dit, mais t'as jamais dessiné quoi que ce soit, ma fille? Elle lui a dit je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse. Et en fait elle a pris son stylo et tac 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 tac, elle a commencé à dessiner des choses plus sublimes les unes que les autres. Et ça fait plusieurs fois que j'interviens avec elle puisque c'est une fille qui me donne beaucoup de force. Et en vérité, le fait d'exprimer son talent, c'est ce qui lui a
permis de voilà, de reprendre goût à la vie. Et surtout, c'est ce qui lui a... C'est ce qui... c'est qu'en fait, elle se rendait pas compte de ce qu'elle était capable de faire. Elle avait aucune conscience de ça. Aucune conscience de ça. Et en fait, on se rend compte que finalement, on a plein de talents qu'on peut réaliser, et que surtout finalement on est nous-mêmes surpris parce qu'on est capable de créer. Et surtout quand on réalise que finalement c'est la raison pour laquelle on est venu dans ce monde, pour exprimer finalement tout ça, ça nous donne des raisons de continuer d'exprimer nos talents pour celles qui les connaissent, et d'aller les découvrir pour celles qui ne les connaissent pas encore. Mais on est tout en taille, on est tout en processus, parce qu'en fait on est des artistes vivantes, quoi. Et donc en fait on a toujours plus de ressources à exploiter. D'accord? Et c'est cette paracha qui va nous parler de l'artiste par excellence qui s'appelle Betzalel. Betzalel qui a donné son nom à l'école, la plus grande école d'art à Jérusalem. Et Betzalel, ça veut dire dans l'ombre d'Hachem. Et regardez, c'est le premier artiste. Et il s'appelle dans l'ombre d'Hachem. Et nous, on a été créés Betselem Elohim. Tous les êtres humains, ils ont été créés à l'ombre d'Hachem, à l'image d'Hachem. Pourquoi? Parce que nous aussi, on est des petits créateurs. Ça veut dire que quand on crée, en vérité, c'est le divin qu'on a en nous qu'on est en train d'exprimer. D'accord? On est en train de ressembler à Hachem à chaque fois qu'on est en train de créer. Alors, c'est écrit comme ça que Betzalel, c'est quelque chose d'incroyable. Il y a marqué, il a exécuté tout ce que l'Éternel a dit à Moshe. Et là, tu dis, il y a un bug quelque part. Soit tu dis ce que l'Éternel lui a dit à lui, ou soit ce que Moshe lui a dit à lui, mais pas ce que l'Éternel a dit à Moshe. Alors il vient, Rachi, il explique qu'en fait, Betzalel, il a deviné ce que Hachem attendait. Ce que Hachem attendait, ce qu'il a ordonné à Moshe, en fait. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, développer sa créativité, c'est apprendre à lire entre les lignes. C'est tout un art, de lire entre les lignes. D'accord? C'est voir les choses au-delà de ce qu'on voit. Vous savez, il y a des gens comme ça qui ont l'âme d'artiste. Ou en fait, moi par exemple, c'est Chantal. Chantal me permet toujours de voir les choses que je ne vois pas. Je vous ai dit, moi je suis en mode avoda. Donc moi je suis toujours très pressée, je fonce et je vois rien. Et vous êtes un ange, malach, d'accord? Et donc, vous nous permettez de voir des choses qu'on ne voit pas. Et c'est extraordinaire, parce que quand on se balade dans la rue avec Chantal, elle va vous dire, tu as vu cet arbre extraordinaire? Tu as senti cette petite odeur? Mais la Torah, elle encense les femmes dans cette paracha. Donc moi, je peux vous encenser aussi. Donc c'est extraordinaire, parce que c'est ça être artiste. C'est voir au-delà de ce qu'on voit. D'accord? Et cette paracha nous invite en fait à développer ce qu'on appelle intelligence émotionnelle. Elle nous parle, la paracha, de Chochmat Lev, l'intelligence du cœur. Jusque dans les années 90, on connaissait le QI, le quotient intellectuel. Puis après, ils se sont rendus compte, c'est peut-être pas ça l'intelligence la plus importante finalement. D'accord? De savoir réduire des équations, dans le fond. Le plus important, c'est peut-être plutôt le quotient émotionnel, cette Chochmat Lev. Pareil, c'est être capable de lire entre les lignes. C'est vrai aussi dans les relations. L'intelligence émotionnelle, c'est savoir décoder les émotions. D'accord? Lire entre les lignes, on a dit. Voilà. Donc, par exemple, voilà, voir une amie, on dit, tiens, je la sens pas au top de sa forme. C'est dire, voir une amie, lui dire, tiens, depuis que tu as commencé ce travail, je te sens moins épanouie. De comprendre que derrière un enfant qui fait une crise, justement, il y a un enfant qui a besoin d'attention, qui a besoin de jouer. C'est ça, en fait, la Chochmat Lev. Et en fait, on a dit que quand on met de l'émotion dans ce qu'on fait, eh bien, on s'exprime, on se sent mieux. Mais regardez le mot regesh, qui veut dire émotion, sentiment en hébreu. Eh bien, quand je change les lettres, je trouve le mot gesher.
Gesher, c'est un lien, c'est un pont. Parce qu'en fait, c'est quand je mets de l'émotion justement dans mes relations humaines que je vais vraiment créer un pont avec mes amis. D'accord? Donc, cette paracha, elle te dit, mets de la chormatlev, mets de l'intelligence, mets de la vraie intelligence qui sort du plus profond de ton cœur dans ce que tu fais et dans tes relations avec tes amis. Alors, c'est très intéressant parce que cette paracha qui nous enjoint à créer, ça va être aussi celle qui va nous demander d'arrêter de créer. Puisque c'est celle qui va nous donner le Shabbat. Elle va nous donner le Shabbat. Alors, ce qui est un peu paradoxal, c'est que, eh bien, ils faisaient déjà Shabbat, les Bnei Israël. En Égypte, eh bien, Moshe avait déjà demandé, il a été voir Pharaon et il a dit, s'il te plaît, je vais te donner un conseil. Il faut qu'il y ait au moins un jour de repos hebdomadaire pour que ce peuple soit productif. Alors je vais te demander un jour hebdomadaire, d'accord? C'est la CFDT, CGT avant l'heure. Et ils vont avoir le droit au repos hebdomadaire. Donc évidemment, il a choisi le Shabbat. Je le mettrai le samedi. Je le mettrai le dimanche. Je le mettrai le samedi. J'adore ce le dit, tu le dis le samedi. Nelly, elle va terminer, faire tout le rabbi d'accord. Il faut pas me brancher sur les... Alors écoutez bien. Alors le Rav Kook, il explique comme ça. Il dit oui. Avant, ils avaient un Shabbat, mais c'était un petit Shabbat. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était le Shabbat pour reprendre des forces pour la semaine. Maintenant, il va leur donner le grand Shabbat. C'est quoi le grand Shabbat? Eh bien, c'est pas le Shabbat qui est tourné vers la semaine, mais c'est la semaine qui est tournée vers le Shabbat. Et c'est une toute autre dimension. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux façons de vivre le Shabbat. C'est soit je me repose pour prendre des forces pour la semaine, ou soit j'ai toute ma semaine qui est tendue, tournée vers l'organisation du Shabbat. En vérité, Shabbat, c'est pas un jour de repos au sens physique du terme. On peut déplacer des meubles à Shabbat. On a le droit de faire des avodas, de la avoda, quelque chose de physique. Par contre, bien sûr, on n'a pas le droit de faire une melacha. J'ai pas le droit de me mettre à écrire maintenant. J'ai pas le droit de me mettre à sculpter. J'ai pas le droit de me mettre à créer. J'ai même pas le droit de gratter une allumette. Je peux pas créer un feu. Pourquoi? Parce que en fait, je dois absolument arrêter la melacha à Shabbat. Et de là, j'apprends quelque chose d'essentiel au niveau de la création. La création, c'est quelque chose de magnifique. Mais pour que ça reste magnifique, il faut qu'à un moment, ça s'arrête. Je m'explique. Je vais vous donner des exemples. C'est l'exemple de l'artiste qui peint et qui veut toujours rajouter encore une nouvelle touche et encore un nouveau coup de pinceau et encore un nouveau truc. Ça y est, maintenant tu t'arrêtes et tu vas faire profiter les autres de ton œuvre d'art. Tu vas pas rester enfermé des années à vouloir essayer encore d'améliorer ce que tu es en train de créer. C'est comme le rédacteur en chef qui va encore rajouter quelque chose à son article et encore un autre truc et encore un autre truc. Ben maintenant tu t'arrêtes pour faire profiter les lecteurs de ce que tu écris. D'accord? Donc t'as tricoté. Vous savez tricoter, Chantal? Oui, je sais. Oui. Alors on tricote, on a encore envie de rajouter quelque chose pour un petit temps. Non, ça y est, on s'arrête parce que maintenant je veux l'avoir porté sur mon petit-fils. D'accord? Donc cette paracha, elle vient, elle te dit trop de créativité, c'est la créativité. D'accord? C'est comme moi, quand j'ai écrit le livre, donc c'est une écriture à 4 mains, on était 2. Donc Vanessa Benzaken avec qui j'ai écrit le livre, attends, on rajoute, attends, il y a encore une petite note, attends, là j'ai retrouvé la source de la page 482. À un moment, je lui dis, Vanessa, je suis désolée, mais je vous dis non. Je dis stop, on s'arrête. Mais non, t'es sûre que ça y est, on s'arrête. Parce qu'il y a un moment où ça y est, il faut terminer. Vous savez que ça nous a pris, entre le moment où on a terminé d'écrire, le moment où en fait, entre toutes les relectures, les ajouts, ça nous a pris 1 an. Entre le moment où on a terminé l'écriture et le moment où il est sorti, ça a pris 1 an. Au moment où tu dis ça, stop, on a besoin d'en faire profiter. D'accord? C'est pour ça que c'est écrit comme ça. Que Hachem, il a créé Kisheshet Yamimasa Hachem et Hachem el Vetaret ou Vayom Hashemi Shabbat Vainafash. Dans cette paracha, on a quoi?
Hachem, pardon, c'est dans Parashat Bereshit évidemment, où en fait Hachem, il a créé, et où Vayom Hachevi, le 7e jour, il s'est arrêté de créer. Il a mis le dernier coup de marteau, il nous a donné l'exemple. Il a mis le dernier coup de marteau, et il a dit, c'est Tov Meod. Pourquoi c'est très bien? Parce que c'est pas parfait. Il y a une autre fois, on entend le mot Tov Meod, c'est en parlant du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est lui qui veut te faire encore plus top, encore plus... On a vu la semaine dernière dans le cours sur le perfectionnisme. Pourquoi? Parce qu'en fait, il sait très bien que le mieux est l'ennemi du bien. D'accord? Donc il veut te pousser en fait à toujours améliorer pour ne pas faire profiter ce que tu as. C'est exactement quand tu dois acheter une tenue pour un événement et tu as fait un magasin, 2, 10, 14, 15 et tu dis non mais je peux encore trouver mieux, je peux trouver moins cher. Et finalement au bout de 15 magasins, tu te dis j'ai perdu mon temps, il valait mieux que je prenne la première jupe que j'avais trouvée dans le premier magasin. Alors du coup tu retournes et pas de chance ils l'ont vendue. D'accord? Donc tu dois t'arrêter. C'est que quand tu t'arrêtes, en vérité, c'est le dernier maillon de toute la chaîne créative. C'est le moment où tu dois en fait t'arrêter. Et c'est ça ce qu'on doit faire à Shabbat. À Shabbat, on doit absolument arrêter de créer. Et c'est ça qui va nous redonner le regard de l'artiste. On dit qu'à Shabbat, quand on fait le kiddush, on doit regarder dans le verre du kiddush le reflet des lumières des bougies de Shabbat. Et nous dit la Kabbale que ça va nous redonner un 500e de notre acuité visuelle. Alors évidemment on parle en symbolique, mais c'est qu'en fait toute la semaine comme tu cours, finalement il y a des choses que tu ne vois plus. À Shabbat tu t'arrêtes pour revoir le monde tel qu'il est, pour redévelopper ton regard d'artiste. D'accord? C'est toute l'idée de ce qu'on appelle le Oneg Shabbat. Le Oneg Shabbat, c'est le moment du délice du Shabbat. Vous savez, il y a deux notions. Il y a Amal et il y a Oneg. Amal, c'est quoi? C'est notre course effrénée toute la semaine. Je fais, je crée, je rajoute, je truc. C'est du non-stop. Et en fait, il n'y a jamais de fin. Quelqu'un même qui est dentiste, il a rempli son cabinet. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut remplir un deuxième, il va ouvrir un deuxième cabinet. Quelqu'un qui est commerçant, super, son magasin il marche bien. Je vais en rajouter un deuxième. Quelqu'un qui crée un produit, super, il marche. Mais maintenant, je bosse déjà sur la deuxième version. Vous savez que quand on a l'iPhone combien là? Je sais pas, ils sont déjà en train de bosser sur la 15, ils sont toujours en train de rajouter. S'il n'y a pas un stop pour freiner cette course effrénée, tu ne vas pas profiter de ce que tu crées. Et même l'argent, c'est-à-dire que tu as amassé de l'argent, d'accord, mais quand est-ce que tu as profité de ton argent? Donc cette paracha, elle vient, elle te donne le Shabbat pour te dire c'est que vraiment le Shabbat que tu vas être en mode Oneg. C'est quoi Oneg? C'est qui est écrit comme ça, c'est écrit, je vous donne le pasouk. Sheshet yamim ta'avod ve'asita kol melartecha. Tu vas bosser 6 jours et quand tu vas rentrer dans le 7e jour, tout ton travail sera fait. Non, tout mon travail n'est pas fait. Il me reste encore des mails à envoyer, il me reste encore ce truc à terminer. Non, tu dois rentrer en mode Shabbat comme si tout était terminé. C'est-à-dire qu'en fait, imaginons quelqu'un en train d'allumer ses bougies de Shabbat. D'accord? Et elle est en train de penser, je vais pas envoyer le mail au client et du coup je vais peut-être perdre un contrat. Elle va peut-être être chômeur Shabbat, mais elle va pas être dans le Oneg Shabbat. Oneg Shabbat, j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant je profite de ce qui s'offre à moi. D'accord? Et c'est vrai aussi dans les relations humaines. Tu peux toujours améliorer, essayer d'améliorer une relation, et je vais encore dire une petite remarque, et je vais encore essayer de faire en sorte que cet enfant il s'améliore dans tel domaine. Stop! À Shabbat, on n'éduque pas. On profite, on joue. Pareil dans les couples. À Shabbat, pas de reproche. Surtout pas. On profite de la relation telle qu'elle est. Alors c'est sûr qu'elle n'est pas parfaite, mais on en profite telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie elle-même, elle est faite d'une succession de Amal et de Oneg. En fait, c'est des mini-aboutissements. Ça ne sera jamais abouti jusqu'au bout. Ni en termes de ce que tu réalises, ni en termes de relation. Mais si tu ne prends pas des moments pour réaliser et profiter de ces mini-aboutissements, en fait, tu ne profiteras jamais de ta vie. D'accord? C'est pour ça que ce Shabbat,
eh bien, il est là pour nous apprendre, pour nous éduquer à savoir profiter de ce qu'on a, même si c'est encore en cours de réalisation. D'accord. D'ailleurs, ça me rappelle une discussion que j'ai eue donc avec cette fameuse amie Jessica Ben Simon, où elle me disait, oh là là, en ce moment, j'ai envie de rien faire. Alors je lui ai dit, tu sais, quand on fait rien, on fait beaucoup. Et elle me dit, comment ça, quand on fait rien, on fait beaucoup? Alors je lui ai raconté une histoire que j'ai entendue de Jérémy Bérébi. Il a expliqué quelque chose d'hyper intéressant. Il racontait que un jour, il était en train d'étudier un matin et il comprenait pas, il n'arrivait pas à comprendre la Sugia dans le Talmud. Il rentre chez lui pour déjeuner, il revient, puis en fait il se pose avec son partenaire d'études et là, tac, 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 il commence à tout résoudre d'un coup. Et en fait, ce qu'il expliquait, quelque chose d'hyper intéressant que je connaissais, que je n'avais pas conscience, c'est qu'en vérité, quand notre cerveau est en veille, il continue de travailler sur tous les points pour lesquels on l'a sollicité, dont il n'a pas encore trouvé les solutions. D'où l'importance de se mettre en veille. À Shabbat, on est en veille. Alors, pour profiter de ce qu'on a, mais parce qu'en vérité, c'est ce qui va te permettre de relancer ta créativité. Alors, quand je lui ai expliqué ça, j'ai trouvé ça génial. Parce que, qu'est-ce qu'a été sa réponse? Elle me dit, c'est incroyable, parce que le Motzei Shabbat, j'ai plein d'idées de modèles de robes. C'est extraordinaire. D'accord? Donc, tout travail créatif doit s'arrêter. Pour laisser l'œuvre prendre vie, et 2 parce que finalement c'est ce qui va nous permettre de relancer notre créativité. C'est pour ça que le nombre de Melacha interdits à Shabbat, c'est écrit dans le Talmud, c'est donc 39, mais c'est écrit l'expression 40 moins 1. Pourquoi c'est écrit 40 moins 1? Parce que justement, le 40e travail, c'est de profiter de ce qu'on a. 39, c'est tu confectionnes. Le 40e, tu t'arrêtes et tu kiffes. D'accord? Alors on va terminer sur ce que les femmes vont nous apprendre à propos de la créativité. Elles vont nous donner en fait les clés de la créativité. C'est écrit comme ça qu'à un moment, donc, Moshe a voulu créer ce qu'on appelle le kior. Donc c'est le grand... Comment on dit kior en français? Non, pas évier. La cuve. C'était une très 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 grande cuve qui se trouvait à l'entrée du Mishkan, par laquelle tout le monde devait passer. Surtout donc les Kohanim, pour faire donc Netilat Yadaim, Netilat Raglaim. Donc c'était vraiment la purification, ça symbolisait la purification au sein du Mishkan. Et quand elles ont dit quoi, t'as besoin de construire le cœur, la cuve, mais il n'y avait pas de problème. Elles ont toutes couru chez elles, je vous ai dit, elles sont très très plein de zèle, et elles reviennent trop contentes avec quoi? Avec leur miroir. Pourquoi je fais comme ça? Parce que Moshe il voit ça, il dit un miroir, même pas un rêve. Un miroir, c'est un objet de vanité qui n'a pas sa place dans le Mishkan. Et là, Dieu est intervenu et il dit comme ça, tu vas prendre ces miroirs qui aiment Chavivim alay mehakol, parce que c'est pour moi la chose pour laquelle j'ai le plus d'affection. Hachem, il a de l'affection pour nos miroirs. C'est quoi cette histoire? Alors c'est quoi l'histoire des miroirs? C'est l'histoire de la sortie d'Égypte. C'est l'histoire en fait des femmes qui allaient dans les champs et qui se faisaient belles et qui allaient redonner du courage à leur mari qui était éreinté. Et on dit qu'en fait elles enlaçaient leur mari, elles se regardaient dans le miroir avec eux, on va voir, c'est important, et elles leur disaient Ani ne'a mimcha, ce qui veut dire soit je suis plus belle que toi, ça veut dire j'ai un plus beau regard que toi, ou bien Ani ne'a mimcha, c'est je profite de toi, tu m'apportes quelque chose. Alors en fait ces femmes, elles vont faire des choses extraordinaires et elles vont nous donner vraiment toutes les clés de la créativité. Premièrement, elles n'avaient rien à manger. Donc qu'est-ce qu'elles faisaient? Eh bien elles prenaient ce qu'elles trouvaient, c'est-à-dire dans le Nil, des poissons. Et avec ça, elle les faisait frire, d'accord? C'est l'invention du poisson Chaimi chez les Marocains et du gefilte fish chez les Ashkénazes. Je vous dis, la cuisine, elle est diverse dans tous les bords. Et à partir de là, eh bien, elle redonnait en fait des forces à leur mari. Et de là, on apprend la première règle de créativité, c'est d'être capable de faire avec les moyens du bord.
D'accord, j'ai pas tout à ma disposition. Bon, bah, c'est marrant parce que tout à l'heure mon fils il me dit maman, je dois créer un truc pour l'école, tatati, tatata, j'ai besoin d'une bombe spray et tout. Et je me dis j'ai besoin de 2 bombes. Alors je lui dis mais combien ça coûte? Il me dit 18 shekels la bombe. Il y a encore des frais. Je lui dis écoute, je suis sûre que tu vas être plus créative avec une bombe qu'avec 2. Et il me dit regarde comme ça. Je lui dis mais va chercher, peut-être il y a des feux, des choses. Et sa sœur ah mais oui j'ai ma trousse et tout. Bah finalement avec ce qu'il avait, il a été beaucoup plus créatif que ce qu'il avait en fait à la base en tête. Donc il faut finalement essayer de se dire attends mais déjà avec ce que j'ai qu'est-ce que je peux être capable de créer. Car c'est ça la vraie bracha. Vous savez que la bracha c'est pas de avoir beaucoup, c'est de faire beaucoup avec le peu qu'on a. D'accord? Donc, c'est voilà, trouver des ressources. Comme ce qu'on disait tout à l'heure avec Nelly, elle avait acheté des déguisements pour les enfants. Et je lui ai dit que eh ben, finalement, alors c'était pour les petits, mais les grands, ils kiffent beaucoup plus ces déguisements qu'ils font eux-mêmes. Donc elle va chercher sa casquette du FBI chez la voisine, il va prendre l'élastique de sa sœur qui est comme ça, il va en faire une oreillette. Enfin, ça fait 2 mois qu'ils sont en train de bosser sur leur déguisement et c'est génial. Et ça valera jamais autant. Un costume que j'achète ne valera jamais autant que ce que eux ils font à leurs yeux. D'accord? Donc première règle de l'artiste, je fais avec les moyens du bord et je vais me laisser surprendre par ça. Deuxièmement, eh bien, elle prenait ses poissons et elle les pressait, d'accord? Elle en faisait sortir de l'huile. Avec ça, elle faisait donc des massages à leurs époux pour soigner leurs cicatrices. Bah, de là, tu apprends que d'un poisson, bah, tu peux faire un médicament. Et qu'en réalité, c'est ça aussi le propre de l'artiste, c'est de donner une fonction différente à un objet qui n'était pas censé remplir cette fonction. D'accord? Donc par exemple, tu avais le pot de lessive qui s'est terminé et avec ça, eh ben, tu vas en faire un arrosoir. C'est sympa, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Tu vas le colorier, tu vas prendre la bombe, le spray. Ça en fait, c'est aussi le propre de l'artiste, c'est d'être capable en fait de donner vie, une deuxième vie. Voilà, c'est très écolo d'ailleurs comme concept. Et dernière chose, c'est quoi? C'est l'idée du miroir. Alors l'idée du miroir, elle est essentielle. Pourquoi? Parce que le miroir, ça symbolise la dialectique qui est entre l'être et le paraître. D'accord? Le paraître, c'est quoi? Ben, c'est être concentré sur comment le monde me regarde. Ce que les gens vont dire de moi. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Et l'être, c'est quoi? C'est être concentré sur comment moi je regarde le monde. Et c'est ça en fait le propre de l'artiste. C'est de concentrer sur quel est mon regard à moi spécial que j'ai sur le monde. Et c'est ça qu'on va venir exprimer. D'accord? Et comme je disais, ces miroirs, ils avaient quelque chose de spécial parce qu'elles ne se regardaient pas seules dedans. C'est pas un objet d'ego. C'est un objet qui vient inclure l'autre. On est ensemble dans ce miroir. D'accord? C'est pas seulement que le miroir, il réfléchissait les femmes, c'est que les femmes, elles réfléchissaient à partir du miroir. De qu'est-ce que je peux créer? Et elles ont créé des familles tout entières grâce à ces miroirs. Puisqu'en fait, en faisant tout ce petit cérémonial, eh bien, ce que nous expliquent nos chachamim, c'est que, eh bien, à la fin, ça a éveillé le désir chez leur mari. C'est comme ça qu'ils s'unissaient à elle et que finalement, ça a donné naissance à toute la génération là qui est en train de construire le Mishkan. Donc évidemment que ces miroirs, ils ont plus que leur place au sein du Mishkan. D'accord? Et la dernière chose, c'est quoi? On a dit que le propre aussi de la femme, c'était qu'elle était capable de tisser, d'accord? Tisser les chefs, comme on a dit tout à l'heure. Ben, c'est le propre aussi de l'artiste, d'être capable d'agencer les concepts, d'entrelacer les concepts et aussi entrelacer les liens entre les gens. C'est que chez nous, on a un logiciel Facebook intégré, d'accord? Ça fait partie du cerveau de la femme où tu croises quelqu'un, tu croises une autre personne et là tu peux lui dire tous les gens et les choses que vous avez en commun. On est très très fort pour ça. Et regardez, dit Steve Jobs, la créativité consiste à relier les choses entre elles. Et qu'est-ce que nous disent nos sages? En chorma la isha et la bapeler. La femme, elle a comme talent le fait de tisser. C'est ça. Tisser les concepts, entrelacer les concepts. Ils n'avaient pas forcément de lien entre eux, mais nous on est capable de créer du lien. D'accord? Et ben donc, et la dernière symbolique du miroir, c'est quoi? C'est qu'un miroir, en fait, il va venir réfléchir l'image, mais à l'envers. C'est la capacité, en fait, d'être capable de renverser les choses, renverser la situation. Regardez, elles étaient
quelques semaines avant, plein esclavage en Égypte, l'horreur absolue. Et grâce à leur force, et ben en fait, c'est elles qui ont pris de cette histoire la plus sombre et qui en ont fait quelque chose de lumineux. Et c'est exactement l'image de tout le livre de Shemot. Le livre de Shemot, il est passé du plus bas de l'histoire du peuple juif au moment le plus haut. D'accord ? Parce que justement, c'est la capacité de la femme à faire venir la Géoula. Comme on dit, Bisrout Nashim Tzidkaniot, par le mérite des femmes méritantes, on est sorti d'Égypte. Et Atidam les Galan, et Bezrat Hashem, on sortira de notre galoute actuelle grâce à l'action des femmes. D'accord ? Donc voilà, tout comme parfois on peut être dans des situations qui peuvent paraître obscures et inextricables, eh bien on va mettre du mieux pour finalement faire sortir ce qu'il y a de mieux à partir du peu de ressources que l'on a. Eh bien c'est pour ça que finalement Hachem a mis ce kior au milieu, tout à l'entrée du Mishkan, parce que justement c'est ce qui leur permettait de profiter de leur génialité, parce que c'est le but de toute la créativité, finalement c'est qu'on termine par en profiter et en faire profiter tout le monde. Voilà. Merci. Merci.